Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, révision de la charte de la transition au Mali. Révision qui devra empêcher le colonel Assimi Goïta, chef de la junte malienne au pouvoir, d'être candidat au futur scrutin présidentiel censé ramener les civils au pouvoir. Cependant, le texte reste flou sur la date des élections. Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour 2022. Le continent africain est particulièrement concerné avec une croissance qui ne devrait pas dépasser les 3,7% cette année. Et puis du sport en fin d'édition avec un retour sur l'année folle du gardien de but sénégalais Edouard Mendy. Ce dernier a remporté 2 trophées majeurs en 6 jours, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea remportée le 12 février dernier. Compétition à laquelle le club égyptien Al Ahly a décroché la 3e place. Mais tout d'abord, comme annoncé dimanche 13 février, les rebelles de la Casamance ont libéré ce lundi 14 février 7 soldats de l'armée sénégalaise. Ils avaient été capturés au cours d'un affrontement le 24 janvier dernier par des hommes du mouvement des forces démocratiques de Casamance. 4 soldats sénégalais avaient été tués selon l'armée sénégalaise. Les 7 soldats sénégalais, membres de la mission militaire ouest-africaine en Gambie, ont été libérés près du village gambien de Badjagar où les attendaient notamment des représentants de la CEDEAO. La Casamance, région du sud du Sénégal, est le théâtre d'un des plus vieux conflits indépendantistes du continent. Au Mali, la charte de la transition a été modifiée par le CNT à la demande des généraux du gouvernement de la transition. Selon la nouvelle version de la charte, le président de la transition, Assimi Goïta, ne pourra pas être candidat à la future élection présidentielle. Le nombre de membres du CNT doit passer de 121 à 147 et le poste de vice-président devrait être supprimé. En ce qui concerne la date de la tenue des dites élections, le texte n'apporte aucune précision. Nathalie Moreau. Un projet de loi pour la modification de la charte de la transition est en examen au Mali. Des médias locaux ont indiqué ce 14 février 2022 que cette révision s'inscrit en droite ligne des recommandations des Assises nationales de la refondation. Ainsi, l'article 9 interdisant au président de la transition Assimi Goïta de se présenter aux élections présidentielles et législatives a été renforcé. Pour le Conseil national de transition, le CNT, cette disposition est irrévocable. C'est un gage de bonne foi des autorités actuelles de la transition malienne de pouvoir quitter le pouvoir. Il est évident que pendant longtemps, au regard de la communauté internationale, cette jeune veut s'éterniser au pouvoir. Avec de telles réformes législatives et institutionnelles, cela va permettre davantage de rassurer la communauté internationale. La révision de la charte de la transition prévoit également la suppression du poste de vice-président en vue de réduire le train de vie de l'État. Il est aussi proposé l'élargissement du Conseil national de la transition pour renforcer davantage son adhésion au projet de la refondation de l'État. Cette Chambre a besoin non seulement d'une certaine légitimité, mais également d'une certaine légalité. Donc elle peut fonctionner à l'image de toutes les assemblées parlementaires dans le monde, dans le cadre d'une démocratie, même si nous sommes dans le cadre d'un régime exceptionnel. Donc de telles réformes vont permettre d'élargir son champ, notamment en matière d'expertise électorale. Au Mali, la transition reste confrontée à la difficulté d'organiser des élections dans de brefs délais, alors que la CEDEAO a renforcé ses sanctions contre le pays. En janvier 2022, faute de publication d'un calendrier électoral, les autorités de transition tiennent surtout à suivre les recommandations des Assises nationales de la refondation. Ces concertations nationales donnent la possibilité à la période de transition de durer 5 ans. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, mais aussi les coups d'État survenus récemment dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont été au cœur d'un sommet le 12 février dernier au Congo. Un mini-sommet à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso, auquel ont pris part ses homologues Félix Tshisekedi, Yoweri Museveni et Faure Gnassingbé. Joël Ballot. Oyo, localité du Congo, a abrité le 12 février 2022 un mini-sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Au cours de cet échange, les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Yoweri Museveni d'Ouganda et Faure Gnassingbé du Togo sont revenus sur le processus sécuritaire et les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Un conflit latent entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda. Donc c'est un dossier qui a été traité par le président Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni.
avec le président Denis Sassou Nguesso, qui sera directement impacté s'il y a une nouvelle guerre dans la région des Grands Lacs. Les chefs d'État se sont prononcés en faveur de la paix et de la réconciliation sociale. Ils ont évoqué la mise en place d'opérations militaires et se disent satisfaits des résultats, notamment les opérations militaires conjointes engagées par la République démocratique du Congo et l'Ouganda contre les rebelles dans l'est de la RDC. Trouver des voies et moyens pour se protéger mutuellement contre des coups d'État qui circulent ces derniers temps en Afrique de l'Ouest. Pour Gnassingbé, il s'est toujours porté volontaire pour jouer les médiateurs entre les présidents Tshisekedi et différents protagonistes qui seraient impactés par la déstabilisation de la région des Grands Lacs, d'où sa présence. Au sortir de cet échange, les 4 nations ont réitéré leur soutien à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons que le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont suspendus d'activité auprès de cette institution suite au coup d'État survenu dans ces 3 pays depuis mai 2021. L'économie mondiale est loin d'en avoir fini avec la pandémie de Covid-19. Celle-ci a notamment plongé l'Afrique subsaharienne dans sa première récession depuis 25 ans avec des données qui reflètent une baisse répétitive de la croissance. Cette année encore, la reprise de la croissance restera très modeste d'après les prévisions du Fonds monétaire international. Ameneji. En Afrique subsaharienne, les perspectives économiques du Fonds monétaire international prévoient une croissance de 3,7% pour 2022. Cette prévision est en baisse comparée à celle de 2021, estimée à 4%. Du fait de la persistance de la pandémie de Covid-19, ces chiffres rejoignent quelque peu, selon le FMI, ceux soumis à une forte incertitude de la Banque mondiale qui annonçait début janvier 2021 une croissance de 3,6% en 2022 et 3,8% en 2023. La divergence et l'incertitude des prévisions entre les données du FMI et de la Banque mondiale viennent fondamentalement des bases du calcul et la différente appréciation de l'impact du Covid sur les économies. Les paramètres de calcul sont des bases différentes, sont des approches différentes et des analyses différentes, mais en réalité qui arrivent à un résultat pas trop divergent, mais tout à fait différent. Selon les autorités, ces divergences dans les prévisions reflètent le déploiement plus lent des vaccins dans la région subsaharienne, un espace budgétaire plus limité et quelques disparités régionales en matière de résilience. Il faudrait aller à l'allègement de la dette et à des remises de dettes massives pour permettre aux pays de se réendetter. Les pays ne doivent pas être capables de se financer sans base de reprise. Depuis l'apparition du Covid-19, certains pays d'Afrique subsaharienne éprouvent des difficultés à affronter de nouvelles perturbations économiques en raison de leur niveau d'endettement élevé. En avril 2020, le groupe de la Banque mondiale avait appelé à un gel de la dette pour les alléger. Également dans l'actualité, développement de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. L'AGF, l'African Guarantee Fund, pour les petites et moyennes entreprises, a accordé une garantie de portefeuille de 2 milliards 500 millions de francs CFA à l'entreprise ivoirienne Finel sur une durée de 5 ans. Cette garantie de portefeuille est associée au programme AFAWA Guarantee for Growth, une initiative conjointe de la BAD et de l'AGF qui vise à débloquer jusqu'à 3 milliards de dollars de prêts aux PME appartenant à des femmes en Afrique. Insertion sociale et économique des jeunes, thématique qui depuis 2015 est au cœur de divers programmes mis en place par le gouvernement camerounais, à l'instar de celui destiné à promouvoir l'entrepreneuriat agropastoral. Une stratégie qui a permis depuis son lancement la création de près de 10 000 emplois jeunes. Bibo Absan. Depuis 2015, le PA Jeunes s'attelle aux côtés du gouvernement à favoriser l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. En 6 ans d'existence, les résultats sont perceptibles. Dans le détail, ce projet a permis de sensibiliser 29 500 personnes, financer 2 600 jeunes et créer 10 000 emplois. Par ailleurs, 3 800 jeunes ont été incubés et 30 000 ménages ont été directement touchés. Les étapes de mise en œuvre du programme se sont faites graduellement.
d'abord la première étape, la deuxième, la troisième et la quatrième. Parce qu'on ne peut pas incuber si on n'a pas sélectionné, on ne peut pas financer si on n'a pas incubé, et on ne peut pas suivre dans une stratégie de business coaching un jeune qu'on n'a pas financé. Donc ça se fait graduellement. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes couvre 16 bassins de production répartis dans les régions du centre, du littoral, du nord-ouest et du sud. À son achèvement en 2021, le PA Jeunes ambitionnait de créer 3700 entreprises agropastorales et de développer 350 entreprises existantes des jeunes dans les chaînes de valeur des filières agropastorales. Nous avons remarqué que la quasi-totalité des entreprises, pas seulement dans le secteur agropastoral, connaissent un fort taux de mortalité après 3 mois d'existence. Alors, le PA Jeunes a tenu avec le gouvernement et le FIDA à mettre en place une phase dite de business coaching qui consiste à accompagner le jeune sur un ou plusieurs cycles de production afin de garantir la durabilité et la viabilité de son entreprise. Doté d'un budget de 14 milliards de francs sur financement du Fonds international de développement de l'agriculture, le PA Jeunes avait pour mission de créer 3500 entreprises agropastorales et d'augmenter la marge des entreprises accompagnées d'au moins 50 à 60%. Après le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, Edouard Mendy remporte une semaine plus tard un autre trophée, cette fois avec son club de Chelsea à la Coupe du Monde des clubs. Récompense également pour Al Ahly, le club égyptien qui décroche la 3e place à l'issue de la petite finale qui s'est jouée samedi à Abu Dhabi. José Douglas. À Abu Dhabi, le club égyptien d'Al Ahly obtient la 3e place de la Coupe du Monde des clubs après avoir battu les Saoudiens d'Al Hilal Saudi Football Club sur le score de 4-0. L'équipe des Diables Rouges d'Al Ahly qui a conforté sa victoire avec le retour de nombreux joueurs finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Lions de la Teranga du Sénégal. Ibrahim à la 8e et 17e minute, Abdelkader 40e et El Solia 64e minute ont été les auteurs des 4 buts d'Al Ahly. Nous nous concentrons sur la compétition mondiale dans la Coupe du Monde des clubs, par exemple pour avoir non seulement un club de chaque confédération, mais davantage de participation, car nous devons stimuler le football des clubs dans le monde entier. L'autre attraction, c'était la finale entre Chelsea et Palmeiras, 2-1 avec Edouard Mendy dans les buts anglais. Les Brésiliens de Palmeiras ont bousculé Chelsea qui a résisté avec son gardien sénégalais auréolé d'un trophée de la CAN et dont la présence a beaucoup compté dans cette victoire et il a profité pour revenir sur la CAN. C'était une revanche pour moi par rapport à ma première Coupe d'Afrique. J'étais blessé, j'étais forfait après le second match. Jouer une seconde fois à la CAN était une revanche pour moi, surtout le fait de jouer la finale, car j'avais raté celle de 2019. Cela signifie beaucoup de choses pour moi. Les joueurs sénégalais qui évoluent en Europe n'auront pas de repos de sitôt car Idrissa Gueye et Abdou Diallo avec le Paris Saint-Germain seront confrontés à la redoutable équipe du Real en Ligue des Champions d'Europe. Et Edouard Mendy attend dans quelques jours l'équipe de Lille, toujours en Ligue des Champions, avec son club de Chelsea. C'était le journal de la rédaction.